Alors Nintendo, bien avant de faire des jeux vidéo, était une entreprise qui a commencé par les cartes à jouer japonaises, les Hanafuda. Et par la suite, ils ont même importé tout ce qui était jeux et cartes à jouer occidentales au Japon, avant de vouloir se diversifier, faire des gadgets, tester d'autres marchés, pour finalement en fait se concentrer sur le jeu vidéo fin des années 70 avec leurs premières consoles comme Block Kuzushi ou la TV Game 6 et par la suite les fameux Game Watch. Alors Tennis for Two, c'est un jeu de 1958 qui a été conçu par un ingénieur, William Higginbotham, qui a notamment travaillé pour le nucléaire pour les États-Unis et qui, dans son laboratoire de Brookhaven, voulait organiser, enfin concevoir un jeu pour le public, pour une journée porte ouverte. Donc en fait, il a pris des composants qu'ils utilisaient pour les ordinateurs analogiques dans son laboratoire et on a fait un jeu de tennis vu de côté utilisant un oscilloscope comme écran. Et alors c'est un jeu notamment qui a été euh, découvert vraiment par le grand public lors des procès entre Magnavox et Nintendo. Qui a été, donc il a été montré, exhumé pour prouver que les jeux vidéo existaient avant les consoles. Et qu'est-ce qu'on peut lui attribuer notamment le fait que ça soit le premier jeu de sport, donc un jeu d'action qui joue à deux, que c'est le premier jeu où des contrôleurs ont été conçus spécialement pour lui. Et chose amusante, c'est aussi un jeu où des visiteurs venaient pour voir d'autres visiteurs jouer. Hein, peut-être le précurseur de l'e-sport. Alors Space War est un jeu très important dans l'histoire du jeu vidéo. Alors notamment c'est un jeu qui va envahir les universités. Pourquoi les universités? Parce que c'est euh, l'endroit où on peut programmer des ordinateurs qui soient assez accessibles. Donc il y a les étudiants, les professeurs. C'est contrairement aux ordinateurs avant qui étaient dans les laboratoires de recherche ou aux mains des scientifiques ou de l'armée américaine, ils sont enfin accessibles. Et qu'est-ce que va faire Steve Russell avec le PDP-1? C'est programmer un jeu donc, de simulation de combats spatiaux. Et il est très important parce que c'est un jeu qui utilise de la physique, donc comme Tennis for Two, mais cette fois-ci il est vraiment programmé. C'est-à-dire que ce n'est plus un assemblage de composants qui produit un jeu. Et le fait de donner le programme, parce que le programme de Space War est open source, va donc en fait générer toute une génération de créateurs de jeux vidéo qui vont comprendre, grâce à ce programme, comment programmer un jeu vidéo. Et on va avoir, grâce à lui, toute une génération de jeux universitaires donc, qui vont commencer à être programmés dans toutes les universités comme Berkeley, le MIT, Stanford. Et c'est une mode qui va durer des années avant qu'on ait des ordinateurs personnels. À Computer Space, c'est un peu le rêve de Nolan Bushnell, donc le futur créateur d'Atari. Lui, il veut en fait rendre le jeu vidéo présent dans les universités accessible au grand public. Or, il sait très bien que les ordinateurs, les mini-ordinateurs utilisés dans les universités sont beaucoup trop chers pour pouvoir être rentable en tant que machine commerciale. Et donc, il va utiliser des composants beaucoup plus simples, puisqu'il est électronicien de base, et il va créer Computer Space, qui est une sorte de copie de Space War en arcade en utilisant des composants électroniques beaucoup plus simples que des microprocesseurs ou de la mémoire. Alors, ce jeu-là est considéré comme l'un des premiers jeux d'arcade, mais il n'a pas de succès. C'est un jeu qui est trop compliqué, très difficile, et, euh, et il va faire un flop. Mais comme on va le voir, Nolan Bushnell ne va pas abandonner la partie et sortir un jeu l'année d'après qui aura du succès.
Alors, Oregon Trail, c'est un jeu qui est programmé sur un mini ordinateur qui était présent, un HP, dans pas mal d'écoles américaines. Et c'est un jeu éducatif, en fait, un jeu sur la conquête de l'Ouest, donc qui est censé apprendre aux enfants et leur apprendre voilà, l'histoire des pionniers et tous les dangers auxquels ils devaient faire face. Et ce jeu, qui était essentiellement un jeu donc utilisant du texte, pas d'image, a été adapté plus tard sur Apple II, donc avec des graphismes, et d'ailleurs a bien marché. Alors Pong, de 1972, premier jeu d'arcade à succès, est vraiment très important puisqu'il va à la fois créer un nouveau marché, le jeu d'arcade, et donc populariser le jeu vidéo auprès du grand public, et aussi permettre à Atari de grandir. Ça va être vraiment un hit absolu qui va être joué pendant vraiment pratiquement 10 ans. Alors la même année où sort Pong en arcade, il y a la première console qui débarque donc dans les foyers américains, et l'Odyssée de Magnavox, conçue par Ralph Baer. Alors c'est une machine qui utilise de la technologie un peu vieillissante, elle est un peu archaïque, elle a été conçue au milieu des années 60, elle n'a pas vraiment de mémoire ni de microprocesseur. On est obligé de mettre des calques à l'écran pour avoir les décors des jeux, mais c'est quand même la toute première. C'est par elle que le grand public va comprendre que bah, une télé, ça peut être autre chose qu'un écran passif, qu'on peut brancher des appareils dessus. Et donc c'est vraiment une machine qui est importante au niveau historique, malgré le fait qu'elle ne se soit vendue qu'à 400 000 exemplaires dans le monde. Alors l'Atari 2600, c'est le premier succès commercial au niveau console de jeux vidéo. C'est plus de 25 millions d'exemplaires vendus, c'est énormément de jeux parce que c'est la première console qui devient vraiment une plateforme de jeu. Avant, les consoles, c'est comme si on sortait un jeu de société. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait être dépassé, qu'on allait en sortir peut-être un autre 2 ans après, ou en fait, il aura une durée de vie peut-être limitée, comme si c'était un gadget. C'est le concept des consoles jusqu'à là. Et avec l'Atari 2600, en fait, ça va devenir vraiment euh, une plateforme de jeu. C'est-à-dire que on va comprendre que l'éditorial est très important, et notamment avec la sortie de Space Invaders, l'adaptation 2600 en 1980, c'est ce qui va définir le jeu vidéo console comme étant une activité donc pérenne, parce on va acheter sa console et on va la garder plusieurs années, parce que pendant plusieurs années, des jeux vont sortir dessus, et donc ça devient vraiment une plateforme de jeu. Alors l'Atari 2600, c'est aussi une console très importante, puisqu'elle va avoir un embryon de processeur graphique qui va servir aux programmeurs donc de test. Ça va être une console couleur avec du son, avec de la mémoire programmable, des cartouches. Ça va être pratiquement un micro-ordinateur, mais conçu pour le jeu. Et ça va permettre aussi la création de studios indépendants qui vont développer sur Atari 2600 et programmer, notamment en 1979 avec la création d'Activision. Et ça, c'est vraiment important pour le marché, puisque Atari pensait pouvoir avoir le monopole. Et c'est en fait des dissidents de chez Atari qui ont créé Activision, qui vont ouvrir le marché et permettre donc euh, la création d'énormément de studios et une créativité qui n'était plus l'apanage d'Atari seul. Ouais, Space Invaders, c'est un jeu d'arcade de tir de 78 qui est célèbre
pour ces énormes tournois au Japon, mais aussi pour la pénurie donc, de pièces de 100 yens qu'il a provoqué. Oui, alors Astéroïde, c'est un jeu qui utilise déjà un écran vectoriel, un type d'écran qui n'existe plus de nos jours et qui affiche des traits et des points très très fins à l'époque. Et Astéroïde, c'est un peu le Space War nouvelle version. C'est un jeu qui va avoir énormément de succès. Ça va être un peu en fait le concurrent américain de Space Invaders. Et c'est un jeu qui va vraiment être adapté sur pratiquement toutes les machines qui ont existé pendant les années 80. On est face à des astéroïdes et on est obligé d'éviter tous les morceaux en fait qui se fragmentent au fur et à mesure des tirs. Donc c'est un jeu d'esquive et de tir à la fois et c'est vraiment un des plus gros succès du jeu d'arcade américain. Alors Berserk, c'est un jeu qui techniquement est très innovant, puisqu'en fait il va générer les niveaux où se balade le joueur de façon procédurale. Et donc ce n'est pas une création en fait à la main, c'est le programme qui va générer plus de 65 535 niveaux, donc avec un algorithme procédural qui va tout faire donc à la place du programmeur. Et ça permet aussi, autre avantage, d'avoir énormément de niveaux dans une toute petite cartouche. Alors la ColecoVision qui sort en 1982, c'est une nouvelle concurrente à l'Atari 2600. Mais pour la première fois, on a tellement des graphismes qui sont figuratifs qu'on sent qu'on est passé à une autre génération. C'est-à-dire qu'elle marque l'arrivée des consoles dans ce qu'on appelle la deuxième génération des 8 bits, c'est-à-dire vraiment des machines qui ont des processeurs graphiques qui sont un peu plus conçus pour le jeu. Et tout le monde se souvient par exemple des Schtroumpfs qui était un jeu qui faisait fantasmer les enfants à l'époque puisqu'il ressemblait au dessin animé. Et c'est vrai que voilà, elle a apporté au niveau graphisme vraiment un changement. Oui, alors Pole Position, c'est un jeu de Namco, hein, comme Pac-Man, qui techniquement à l'époque propose un jeu de course, mais en perspective. Donc ce n'est pas de la 3D, hein, tout est entièrement fait avec de la technologie 2D, mais techniquement il est vraiment supérieur à tous les autres jeux de course au niveau simulation à l'époque. Et c'est aussi, comme Pac-Man, un jeu qui va être adapté en dessin animé par la suite. Alors Marble Madness, c'est un jeu de 1984, donc américain, où on est donc une sorte de boule qu'on doit diriger par le biais d'un trackball dans des décors isométriques. Et c'est un jeu qui a été programmé notamment par Marc Cerny, qui est aujourd'hui le responsable de l'architecture de la PS4 chez Sony, et qui allait travailler plusieurs années par la suite au Japon, parce que Marble Madness est un jeu américain qui a eu un petit succès au Japon et qui lui a permis donc d'être vraiment connu. Alors Gauntlet, c'est un jeu qui est assez énorme, parce que c'est un jeu qui reprend un peu l'univers que les joueurs utilisent dans les RPG à l'époque, donc l'univers médiéval fantastique. Et c'est un jeu d'Atari donc conçu par Edlog qui permet de jouer à 4 simultanément en arcade. Et les jeux à plusieurs sont assez rares. Et là, ce qui est vraiment sympathique, c'est que comme dans un RPG, chaque personnage a ses avantages et ses inconvénients. Et ça permet aujourd'hui, comme on le fait dans League of Legends, ça permet un jeu coopératif qui est très sympathique et il est vraiment innovant sur ce point-là à l'époque.